Maintenant, parler du professeur Maurice Kamto ou en faire une affaire personnelle, moi j'ai l'impression que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné sur toute la ligne. C'est un stratège hors pair en matière de communication politique. Il a réussi, en un tour de main, à cristalliser le débat alors que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle. Mais on ne parle que du professeur Maurice Kamto. Il a renvoyé tous les anciens et tous les étudiants de droit à l'école. Le Cameroun est devenu un grand amphithéâtre. Aujourd'hui, tout le monde parle de droit, mandat impératif, mandat représentatif. Les gens qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, on en parle partout, dans les gargotes, dans les salons feutrés, partout, sur les plateaux de télévision. Il a réussi son coup. C'est comme s'il avait préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui de longue date, en refusant effectivement le boycott, parce qu'en fait, lui ayant été dans l'appareil gouvernant, savait que d'une manière ou d'une autre, les prérogatives de la Constitution permettent au chef de l'État de proroger le mandat des conseils municipaux et des députés. Et il savait qu'en 2025, vu que l'élection des conseils municipaux et des députés aurait dû se tenir en février si on respectait le calendrier électoral, ce qui lui aurait permis effectivement d'avoir des conseils municipaux et donc le problème ne se poserait pas. Il se serait représenté sous la bannière du MRC parce qu'on est convaincu que le MRC aurait quand même eu au moins son conseiller municipal s'il n'avait rien eu. Alors il savait que le RDPC qui détient l'appareil gouvernant allait proroger cette élection et du coup il allait jouer justement sur cette épreuve de nerfs et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le meeting de Paris, on en parlera tout à l'heure, est effectivement l'un des éléments qui nous montre que tout avait été suffisamment bien préparé de longue date. Donc, moi je dis, c'est un programme qui a été savamment préparé, sont des stratèges qui ont réussi leur coup. Aujourd'hui, on ne parle que du MRC, qui n'a, je vous rappelle, ni conseiller municipal, au thème, je dis bien au thème du vote de 2020. La dernière élection. Alors, de la dernière élection. Justement, de mise en bouche de cette émission, on parle de la dernière sortie du Minat Paul Atangandji qui, justement, a donné une conférence de presse à Yaoundé la semaine dernière. Et une fois de plus, au cours de cette conférence de presse, il a tensé des membres de l'opposition sans le citer véritablement. Et il s'est adressé au président du MRC, Maurice Kamto. Avec la participation de la technique, on va d'abord écouter un petit extrait, un petit bout de cette sortie du Minat Paul Atangandji avant de véritablement entrer dans les débats. Il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, « En 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et le travail. » C'était donc Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui s'exprimait dans cet extrait que vous avez donc regardé. Et dans la suite de son propos, il a justement utilisé cette expression qu'il avait déjà utilisée il y a quelques mois, que ce leader ira au village de Si, je savais, et ce sera pour longtemps encore. J'ouvre avec vous, Maître Tafo Joseph, sur cette question. On va dire quoi? Une fois de plus, le Minat ne vous a pas loupé. Votre leader, pour être plus précis, et cette nouvelle mise en garde, dans cette nouvelle mise en garde, il semble relever des contradictions de Maurice Kamto, ses récentes déclarations, etc. Quelle appréciation vous faites au sein du parti de cette sortie de Paul Atangandji? On se régale d'abord quand on l'écoute parler, parce qu'on voit à quel point il est perturbé par les activités du MRC sur le terrain. Chaque fois, il évoque le boycott de 2020. C'est d'ailleurs
cette posture-là qui nous rend fiers aujourd'hui dans le MRC, qui nous reconforte dans cette position, de comprendre qu'effectivement on avait pris une très bonne décision. Parce que ce qu'il faut savoir en politique, c'est que chaque fois que vous avez posé un acte et que ça choque et que ça dérange l'adversaire, rassurez-vous qu'il s'agit d'un très très bon acte. On n'a pas besoin de leur faire plaisir. Le boycott, c'est un acte citoyen, c'est de droit. Revenir là-dessus tout le temps, ça veut dire qu'on avait effectivement déjoué le plan qui avait été mis en place pour déstabiliser le MRC. Par exemple, l'infiltrer. Ou alors, par exemple, nous circonscrire dans une certaine région et nous donner quelques bribes de députés, de conseillers et de conseillers municipaux. Donc, et en même temps, on est désolé de constater que ce ministre ne connaît rien des lois de la République. Tout le temps, il est en train de parler de l'ECAM. Il défend l'ECAM plus que lui-même. Je ne sais pas s'il connaît les dispositions des textes de l'ECAM qui rendent ce service entièrement indépendant, même si c'est encore utopique, même s'il est utopique de penser que l'ECAM ne peut pas être entièrement indépendant en raison de l'atmosphère politique dans laquelle nous vivons, parce que tous ces services se sont embrigadés dans le régime RDPC. Il y a quand même lieu de constater que c'est une très grande flagrance que d'être en train de soutenir l'ECAM tout le temps. Est-ce que c'est mauvais quand on demande à l'ECAM de respecter l'article 80 de sa loi organique? C'est une disposition légale. Si on a demandé, exigé de l'ECAM de publier la liste nationale telle que l'exige la loi, est-ce que c'est mauvais? Je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais de rappeler à l'ECAM que les dispositions du code électoral exigent qu'on doit inscrire du 2 janvier au 31 août? Et que par exemple à la diaspora dont on parle depuis quelques jours, ça fait seulement 4 mois, depuis 4 mois, on n'a pas ouvert les listes électorales. C'est des dispositions légales. Un ministre normal de la République devrait plutôt aller vers l'ECAM demander que, mais attendez, il y a des dispositions légales, pourquoi vous ne les respectez pas? Aussi simplement. Est-ce que c'est mauvais de rappeler qu'entre l'élection de 2018 et 2025, il n'y a pas eu d'ouverture de liste d'inscription en diaspora? Pourtant, la loi dit que ça doit être fait tous les ans. C'est tout ce que nous demandons, nous exigeons de l'ECAM. Nous exigeons également que tout soit fait de manière claire, de manière expliquée et de manière respectueuse des textes de la République. Donc maintenant, je ne sais pas, puisqu'il est toujours en train de promettre, parce qu'en réalité, c'est lui qui promet la guerre aux gens. Le MRC, le leader du MRC, quand il organise ses conférences de presse en public, il ne parle pas des choses dans la chambre. Il a dit respecter les lois. Le MRC ne demande pas de faveur. Le MRC ne demande pas d'aller en brousse ou bien d'aller de prendre les gens. Le MRC demande simplement de respecter les textes de la République. Et je rappelle toujours que toutes ces lois de la République sont votées par les députés en majorité RDPC. Il n'y a jamais eu une majorité de l'opposition là à l'Assemblée pour dire que on nous a imposé des lois qui n'étaient pas à notre convenance, et même si c'était le cas, ce sont des lois de la République. Donc on ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas nous demander d'être respectueux des textes de la République, ce que nous faisons tous les jours, et de l'autre côté, être en train de les bafouer. Je voulais dire pour chuter sur ce point que je ne sais pas véritablement si le ministre de l'administration territoriale est très bien placé pour rappeler... Il n'est pas dans son droit de vous faire ces mises en garde-là? Il serait dans son droit s'il faisait ces mises en garde au cas où nous on aurait enfreint une loi. Mais on constate malheureusement que ceux qui sont dans l'infraction, ils n'attirent pas leur attention. Par exemple, l'ECAM. J'ai parlé des inscriptions sur les listes électorales, j'ai parlé de la publication de la liste électorale nationale. Qu'est-ce qu'il en dit? Il a dit quoi à propos? Est-ce qu'il n'est pas au courant que c'est des violations de la loi? Ça veut dire qu'il serait plus utile en attirant l'attention de l'ECAM sur ce point-là. Il serait plus utile en demandant à l'ECAM pourquoi il n'arrive pas à se déployer entièrement sur le territoire national à l'effet d'inscrire tous les citoyens de manière normalement. Ça, il devait attirer l'attention de l'ECAM là-dessus. Parce que l'ECAM a un budget en termes de milliards chaque année. C'est aussi clair à comprendre. Pourquoi il n'attire pas l'attention de l'ECAM? Donc, pour bien regarder, c'est lui qui est en marge de la loi. Parce qu'il encourage le désordre institutionnel. D'accord.
D'accord. Parlons avec vous, Thierry Niopé, sur ce sujet. On va justement évoluer en disant que le leader, le ministre a déclaré qu'il faut cesser de faire de l'élection présidentielle une question de vie ou de mort, s'adressant justement au président du MRC. Quand c'est dit ainsi, est-ce qu'on ne va pas dire que on est quand même excessif dans certains propos? Est-ce que des propos comme ceux-là, pour vous, sont des propos qui ont leur place et qui participeraient peut-être à créer un climat, par rapport au climat dans lequel on s'avance vers cette élection-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le MINAT au leader du MRC? En fait, il faut dire que M. Amina soulignait tout à l'heure que le ministre Atan Gandhi parle de manière prosaïque et d'aucuns diraient, en fait, parlerait de manière spécieuse, en disant qu'il parle terre à terre, pour que tout le monde le comprenne, pour que son message passe. Et je vous rappelle d'ailleurs que M. Paul Atan Gandhi est anglophone, n'est pas francophone. Donc, parfois, il utilise un langage qui ne tient pas forcément au même registre de langue qu'il n'est pas habitué à utiliser de manière usuelle. On peut comprendre cela. Mais il faut également dire que il est de bon ton pour le ministre de l'administration territoriale de savoir quand même qu'il est à la tête de la sécurité nationale. Parce qu'en fait, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne dit pas, c'est quand même le ministre qui est censé contrôler tous les dossiers. Parce qu'au-delà de gérer l'administration territoriale, il gère également le renseignement. Ce n'est pas n'importe qui dans le domaine du renseignement et même préventif. C'est pour cette raison qu'on estime parfois qu'il a certaines cartes que tout le monde n'a pas. Il a certaines informations que tout le monde ne détient pas et parfois il tient des discours sans forcément nous dire ou dire à l'opinion nationale d'où viennent ces informations, parce que cela fait également partie de son quotidien. C'est lui qui gère les administrateurs, gouverneurs, préfets, sous-préfets, et donc il a d'une manière ou d'une autre le renseignement prévisionnel. Donc on peut comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, dire qu'il a eu, à le souligner, d'ailleurs nous l'avons écouté tout à l'heure, que les gens doivent cesser effectivement de prendre l'élection présidentielle comme une affaire, une question de vie ou de mort. Je vous rappelle que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pour la biais de tous ses oripeaux, âgé de 77 ans, si je ne me trompe. Et c'est dans 7 ans, il aura 84 ans. L'horloge tourne, l'horloge court. Rater l'élection présidentielle comme celle-ci, après avoir raté celle de 2018, où il avait, je crois, 70 ans, ne serait pas forcément de bon augure pour lui, parce que d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas de quoi est fait demain, parce que nous ne sommes pas maîtres du temps, encore moins des circonstances. Mais il faut dire que il peut, sa manière peut-être, d'autres personnes auraient certainement tenu des propos moins guerriers que ceux que nous écoutons au quotidien, écrasés, Molinex et tout cela, parce qu'en fait, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La définition la plus usuelle, donnée par Abraham Lincoln. Même comme M. Abena disait tout à l'heure que l'État est que l'État est un monstre froid. Mais en fait, c'est une c'est une idée de Nietzsche qui disait que l'État est le plus froid des monstres froids. Il manque froidement. C'est pour dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la posture qu'il est, il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, président d'une section RDPC. Même comme, en ma connaissance, je crois que le dernier meeting qu'il a tenu de ce côté date de longtemps. Mais toujours est-il que on devrait, c'est ce qui distingue justement les hommes d'État des hommes politiques. Il aurait pu sortir justement, se détacher de cette casquette de militant-là, parce qu'on a parfois l'impression qu'il parle comme un militant du RDPC, non comme un ministre de l'administration territoriale. On a vu des ministres de l'administration territoriale au Cameroun. On parlait tout à l'heure de M. René Emmanuel Sadi, diplomate de haut vol, qui a su donner une autre vision de ce ministère-là. Aujourd'hui, on a l'impression que...
on a l'impression que le ministère de l'administration territoriale a été quelque peu ramené, d'aucuns le disaient, dans la gadoue, alors qu'on se serait élevé au-delà des sensibilités. Maintenant, parler du professeur Maurice Kamto ou en faire une affaire personnelle, moi j'ai l'impression que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné sur toute la ligne. C'est un stratège hors pair en matière de communication politique. Il a réussi, en un tour de main, à cristalliser le débat alors que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle, mais on ne parle que du professeur Maurice Kamto. Il a renvoyé tous les anciens et tous les étudiants de droit à l'école. Le Cameroun est devenu un grand amphithéâtre. Aujourd'hui, tout le monde parle de droit, mandat impératif, mandat représentatif. Les gens qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, on en parle partout, dans les gargotes, dans les salons feutrés, partout, sur les plateaux de télévision. Il a réussi son coup. C'est comme s'il avait préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui de longue date, en refusant effectivement le boycott, parce qu'en fait, lui ayant été dans l'appareil gouvernant, savait que d'une manière ou d'une autre, les prérogatives de la Constitution permettent au chef de l'État de proroger le mandat des conseils municipaux et des députés. Et il savait qu'en 2025, vu que l'élection des conseils municipaux et des députés aurait dû se tenir en février si on respectait le calendrier électoral, ce qui lui aurait permis effectivement d'avoir des conseils municipaux et donc le problème ne se poserait pas. Il se serait représenté sur la bannière du MRC parce qu'on est convaincu que le MRC aurait quand même eu au moins son conseil municipal s'il n'avait rien eu. Alors il savait que le RDPC qui détient l'appareil gouvernant allait proroger cette élection et du coup il allait jouer justement sur cette épreuve de nerfs et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le meeting de Paris, on en parlera tout à l'heure, est effectivement l'un des éléments qui nous montre que tout avait été suffisamment bien préparé de longue date. Donc, moi je dis, c'est un programme qui a été savamment préparé, sont des stratèges qui ont réussi leur coup. Aujourd'hui, on ne parle que du MRC, qui n'a, je vous rappelle, ni conseiller municipal, au thème, je dis bien au thème du vote de 2020. La dernière élection. Alors, de la dernière élection. Ok. Pour ce qui est de ces nouvelles entrées, on en parlera certainement, si vous le voulez, dans le cadre. J'aime pas trop ce débat parce que, comme vous le savez, au Cameroun, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a écouté le professeur Abba Ono qui, je vous rappelle, sur un plateau de télévision, avait souligné que le professeur Maurice Kamto avait commis une grosse erreur en choisissant de ne pas participer à l'élection municipale de 2000 législative et 2020. On a des archives malheureusement. Et au cours de cette émission, il avait dit que le professeur Maurice Kamto faisait ce qu'on appelle de manière triviale au quartier les pleurs du Mbolé. Aujourd'hui donc, il est corps et âme aligné derrière le professeur Maurice Kamto. C'est à dire effectivement que le même professeur que je respecte beaucoup, que j'aime d'ailleurs beaucoup, Abba Ono, aurait pu dire à M. Cabral Libi, qui est également, que vous en parliez tout à l'heure, dans les mêmes problèmes avec l'honorable, avec M. Robert Kona, il y a l'année dernière était invité par le cabinet civil à la présidence de la République au défilé du 20 mai. On a vu que l'honorable Cabral Libi au défilé du 20 mai, l'année 2024. Cette année, il n'était pas là. Parce qu'en fait, il n'était pas là comme président du PCRL. Il n'était pas là comme PCRL. Et qu'on a Robert reçu son invitation comme citoyen camerounais, on peut inviter tout le monde. Je crois savoir que nous avons certainement lu des invitations différentes, mais je crois que ces invitations ont été largement partagées dans les réseaux sociaux. Ah oui, donc, on reviendra là-dessus. Mais je vous dis, c'est pour vous dire en fait que c'est pour vous dire en fait que on est dans un jeu. On est dans un jeu qui profite beaucoup plus à l'administration territoriale, mais davantage au professeur Maurice Kamto. Parce que il m'a coupé, malheureusement, il m'a fait perdre le fil de mes idées, mais je reviens là-dessus pour dire que le même Abba, on aurait pu proposer également l'honorable Cabral Libi de laisser le PCRN et de prendre un parti tampion qui existe au Cameroun,
Parce qu'il a déjà des conseils municipaux, il a des députés, et à partir de là-bas, il pouvait se présenter sous la bannière de cette formation politique, parce que, au regard justement du fait que lui, Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, l'honorable Ngoïsi et les autres peuvent justement donner la représentativité à un parti politique qui n'en a pas. Donc il aurait pu prendre et éviter effectivement le risque lié au rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, par l'ECAM d'abord, et le contentieux au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, vous savez, on est là vraiment en pleine spectacularisation de la scène politique. Mais je dis, ça n'aide pas les Camerounais. Il faudrait que, toute raison gardée, que les différentes forces en présence s'asseyent et comprennent que ce jeu sert davantage le RDPC et le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a réussi à cristalliser les débats. Hein. Chutons sur ce premier sujet. Je vais d'abord ouvrir avec vous, Maître Joseph Tafo. Le ministre l'a dit dans sa déclaration, et c'était pratiquement comme un ultimatum qu'il adressait à votre formation aux politiques, ou du moins à son leader. Dit comme ça, on se demande bien, est-ce que ça va décourager le MRC dans ses actions? Vous n'avez pas peur des représailles, ou bien que commettre encore un acte qui va dans le sens de ce que le ministre dit pourrait vous attirer certaines foudres telles que lui l'a dit? En peut-être 2-3 minutes pour finir. Oui, je voudrais déjà rappeler que... C'est que vous brûlez d'impatience de parler. Oui. Il y a mon ami Abama qui a dit qu'un parti qui s'est suicidé, après parce qu'il a boycotté, mais je m'étonne, et que le cadavre était déjà en instance de putréfaction. Avancé. C'est très intéressant. Parce que vous voyez, on s'intéresse d'un cadavre, au point de parler du cadavre tous les jours. Ça veut dire que ce cadavre était très important. C'est-à-dire que même dans la terre, là, il va tout déranger, malgré qu'il soit des cadavres. Hein. Ça, c'est très important. Il y a le DP qui a parlé au niveau des renseignements qui intéressent le MINAT. Et que, je vais revenir à votre question, je vous en prie. Sauf que je voulais déjà évacuer un certain nombre de choses que j'ai écoutées là. J'ai toujours dit, il faut qu'on évite d'insulter les renseignements camerounais. Parce que c'est quand même curieux de constater que les renseignements camerounais sont plus futés quand il s'agit de contrôler les actions des partis politiques ou alors des opposants, particulièrement le MRC. Où sont les services de renseignement quand les Boko Haram posent les bombes dans le Grand Nord? Où sont les services de renseignement quand les Amazoniens tuent nos enfants et nos armées partout? Donc qu'on arrête de les insulter, qu'on arrête de faire croire que ces renseignements ne sont efficaces que quand il s'agit des opposants. Laissez les renseignements là où ils sont vraiment. Et puis l'élection, question de vie ou de mort, vous avez pris ça sous le prisme de l'âge de Maurice Kamto. Non, peut-être qu'on peut dire que c'est une question de vie ou de mort, parce que les Camerounais souffrent. On a posé la question de savoir, en 7 ans, entre 2018, laissons même compte que la victoire de Kamto a été volée en 2018, entre 2018 et 2025. Vous saluez dans votre propos liminaire tout à l'heure nos ministres. Ce sont des dégâts qui ont été commis, vous vous situez seulement dans les 7 dernières années. Vous imaginez combien de personnes vont encore mourir sur nos routes parce qu'on a mangé de l'argent? Vous imaginez combien de personnes meurent de choléra dans ce pays parce qu'on manque de l'eau? C'est-à-dire que le minimum qu'un régime peut offrir à sa population, c'est une question de vie ou de mort. Vous imaginez combien, quand nous allons partir d'ici, on n'est pas sûr de trouver la lumière à la maison. Dans un pays où, en matière hydroélectrique seulement, nous sommes presque la première puissance en Afrique. C'est une question de vie ou de mort, honnêtement. Parce que les Camerounais souffrent. Il n'y a pas de manger. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Combien de temps faudrait-il souffrir encore alors que les citoyens peuvent se lever, utiliser la meilleure arme, la plus puissante qui est à leur disposition, le bulletin de vote, pour aller dire non, nous ne voulons plus ça, nous ne voulons plus mourir. Avec des projets financés à des milliards qui ne finissent jamais. Combien de scandales nous avons eu en 7, je situe le régime de M. Biassou, 7 années seulement. Je vais pas 43, non, 7 années seulement. Glencore, Savannah, Covid-Gate, c'est combien de milliards? Ça fait combien de puits d'eau? Ça fait combien de mégawatts ou alors de panneaux solaires qu'on peut construire dans un pays pour nous éviter ce marasme que nous subissons? Donc c'est une question de vie ou de mort. Parce que les Camerounais souffrent. Les Camerounais n'ont pas le minimum dans un pays qui est suffisamment riche. Et donc,
pour revenir à votre question, Enfin. on va dire que le ministre est très mal placé, comme je disais tout à l'heure, pour donner des leçons, pour nous demander, pour nous apprendre à respecter les textes. Nous ne faisons que ça depuis des années. Ça, chercher à savoir si ça va nous décourager. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de militants qu'on a mis en prison depuis entre 2019 et 2020? La vie n'est pas faite, l'action politique n'a pas fait de slogan, elle est faite d'action. Et puis si nous, au MRC, il était dit que nous allons être des objets sacrificiels pour que le Cameroun soit libéré, on acceptera de payer le prix. Toujours dire que jusqu'ici, personne ne nous a encore démontré que nous sommes contre la loi, que nous agissons en marge de la loi. La preuve, c'est que même ceux qui ont été emprisonnés, l'ONU, où nous sommes membres, a dit il y a plus de 3 ans que nos prisonniers étaient impunément. Donc jusqu'ici, personne ne nous a encore démontré, juridiquement parlant, que le MRC fonctionne en marge, auquel cas, ouvrez un procès public et qu'on nous juge normalement, suivant les normes, au lieu d'utiliser des méthodes de l'État pour chercher à nous déstabiliser. Donc, et puis, eux-mêmes, ils doivent faire le bilan des prisonniers qu'ils ont mis depuis. Nous avons eu des morts. Le bilan, c'est quoi? La plus-value pour eux, c'est quoi? D'accord. Quelle est la plus-value pour eux? Au contraire, ils ont permis aux citoyens camerounais de comprendre que nous, au MRC, nous sommes dans la bonne voie. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de permettre, d'ouvrir les yeux des citoyens, leur permettre de comprendre que nous sommes dirigés par des brigands, par des voleurs, par des destructeurs. C'est pas fort comme propos, ça. Mais c'est aussi clair que ça. Si vous dites que c'est fort, prenez le discours de M. Biya en fin d'année 2023. Il disait ceux qui seraient à l'origine des détournements des deniers publics vont payer devant la justice. C'est pas ce qu'il a dit. Ils vont rendre gorge. C'est le président qui le disait, non? Ça veut dire qu'il en existe. Si Biya assume ce qu'il a dit, pourquoi je ne devrais pas, en répétant ce qu'il a dit, ne pas assumer? C'est lui qui l'a dit, non? Donc je n'invente rien. Et c'est eux, je suis par là, permettez 2 secondes, je suis par là, c'est eux qui font les rapports tous les jours pour nous déterminer ceux qui ont distrait la fonction publique. Prenez seulement le cas de Glencore, prenez seulement le cas de Covid. C'est pas le MSC qui a fait le rapport de Covid-19, hein? C'est la Chambre des comptes de la Cour suprême. Yves Bama, quand on écoute les leaders de l'opposition en face à ces discours du MINAD qui sont répétitifs, on l'a dit, est-ce que aussi vous n'avez pas l'impression qu'il y a de l'acharnement derrière? Est-ce que le gouvernement, à travers le MINAD, ne s'acharne pas sur ces partis politiques-là, peut-être à son avantage et à l'avantage de sa formation politique de base, puisqu'on disait tout à l'heure qu'à la base, il est membre du RDPC? Oui, je voudrais d'abord répondre à un certain nombre de choses. Je dis que généralement, quand j'entends les militants du MRC parler, faire des leçons de morale, des leçons sur les détournements de fonds publics, je pense à une prostituée qui prêche la morale à une jeune fille. Je me dis, mais attendez, on est où là? Ils ont eu un meeting hier, c'était dimanche, non? Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, Maître Hippolyte Méli Tchakoun, un avocat, l'avocat qui les défend généralement au tribunal là, dans les procédures. Vous savez ce qu'il a dit sur sa page Facebook aujourd'hui? Voilà, il dit que pendant le meeting là, il y a eu trop de vols. Et je rappelle que le meeting là n'a réuni que les partisans du MRC. Il dit que pendant le meeting, j'étais sidéré de lire ça sur sa page, j'ai même partagé. Il dit qu'il y a eu trop de vols pendant le meeting. Je n'ai jamais entendu ça lors du meeting d'un autre parti politique. Mais c'est eux qui viennent sur le plateau vous donner des leçons, il y a les brigands là-bas, il a même fait des injures là, des brigands, il y a des tels. Je vous rappelle, vous avez suivi leur affaire qu'ils appelaient Suivi Cameroun là. Vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas. Bon, si vous n'êtes pas capable de gérer 100 francs, sans bruit, hein, et qu'on décide de mettre entre vos mains la fortune publique, c'est-à-dire que si pour quelques, peut-être c'était 100 millions de francs CFA, c'était ça, si pour ces quelques centaines de milliers de francs, ils font ça, si on leur donne le budget de la République, ça donne quoi? Je veux dire qu'en réalité, certains
acteurs politiques, certains partis politiques devraient s'interdire de faire des leçons de morale. Il a parlé des bilans tout à l'heure. Le RDPC, il prend le bilan du RDPC ne serait-ce que sur 7 ans. Moi, je n'aime plus répondre aux opposants qui parlent du bilan du RDPC parce que en réalité, c'est de bonne guerre. Ils viennent vous dire que quand ils seront au pouvoir, il y aura du lait, du miel, il n'y aura plus rien de nouveau au Cameroun. Ils vont tout arranger. Ça vous rappelle un peu le discours de certains opposants. Parce que quand j'entends ça, je pense un peu à Joseph Kabila. Vous savez ce qu'il disait de la guerre, le conflit congolais là, quand il était dans l'opposition. Il disait que lui, il arrive au pouvoir, il règle ça vite. Or, c'est sous lui que le conflit a pris plus d'ampleur. Il faut comprendre qu'en réalité, dans le jeu politique, certains discours des acteurs qui cherchent le pouvoir doivent être balayés d'un revers de la main. Pas parce qu'ils n'ont pas le droit de les tenir, mais simplement parce qu'ils sont faits sous le prisme de la surenchère. Ça peut prendre quelques naïfs au quartier, là, mais quand on se regarde dans les yeux, et puis on a vu ces gens-ci dans les mairies, hein, on a vu les opposants tenir des mairies, on les a vus gérer des mandats parlementaires à l'époque, des micro-projets. Et tiens, je me rappelle que l'unique député de l'histoire du MRC, qui a été mon président de l'AP au lycée de Yac, le regretté Soblazar, a fait 7 ans au Parlement. Chaque année, c'était 8 millions de micro-projets. 8 fois 7, ça fait 42. Donc, si vous allez à Douala 3, vous demandez qu'on vous montre un seul puits réalisé par l'agent des micro-projets, je vous assure, vous serez déçus. Je ne veux pas parler du cas de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui est un des leurs, hein. Il est au Parlement depuis. Allez à Douala 3, demandez qu'on vous montre un petit robinet qui a été placé quelque part depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, vous ne verrez pas. Donc, je l'ai disqualifié de ce point de vue. Je voudrais encore dire que, en réalité, la politique, c'est le rapport de force. Et c'est sous le prisme de ce rapport de force que je mets les déclarations du ministre Kamto. Parce qu'il faut quand même rappeler, hein, il a été ministre normalement en 2025. Au lieu d'être en face de nous pour nous demander les comptes, au même titre que les partis dont les responsables n'ont jamais été ministres, il devait quand même être de notre côté pour défendre la part du bilan à laquelle il compte avoir et d'y avoir participé. Parce que de 2004 à 2011, ça fait quand même 7 ans. Et c'est pendant qu'il était là on a eu la grève, les émeutes de la faim, on a eu un certain nombre de choses. Quand même, il devrait un peu être modeste quand il nous demande les comptes. Qu'il laisse les autres parler à haute voix, ou les journalistes nous critiquer, mais qu'il se fasse un peu petit quand il demande les comptes. Il fait partie prenante des acteurs qui ont implémenté le programme du renouveau. En fait, c'est un biaïste. À un moment donné, il faut qu'il se souvienne de ce passé et qu'il soit modeste quand il tient des discours. Maintenant, je reviens donc sur le cas de l'action politique pour dire que, en réalité, c'est la recherche du rapport de force. Vous savez, M. Kamto a une idée en tête. Il a vu 2 jeunes gens au Sénégal, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, en 2024 prendre le pouvoir avec l'accompagnement de tout le pays et de la rue. Il a vu ces 2 jeunes gens défier le pouvoir. À chaque fois Sonko voulait aller marcher, le régime disait à Sonko, tu ne peux pas marcher. Sonko mobilisait des dizaines de milliers de Sénégalais et il défiait le régime. En fait, c'est ce qui trotte dans l'esprit du ministre Kamto. C'est pour ça qu'à un moment, il s'assied, il lance des pics. Il dit au ministre, aux autorités, hein, parce que c'est dans ce jeu-là, il va impressionner. Il dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand il a en face quelqu'un qui a bien compris son langage et quelqu'un qui sort aussi pour lui parler de façon à ce qu'il comprenne très bien, ça donne ce que c'est en train de donner là. Je voudrais dire qu'en réalité, je réitère mon appel, l'appel que j'ai lancé à votre endroit lors de ma première prise de parole. Cessez de nous perdre le temps avec un certain type de débat. Donnez la possibilité aux candidats sérieux de 2025 de présenter leur programme. L'élection n'est qu'une question de vie ou de mort. Il a 77 ans aujourd'hui. En 2032, il aura 84 ans. S'il est en mesure à 84 ans de bouger le pied comme le président Biya le bouge aujourd'hui à 92 ans, qu'il vienne se présenter, mais il a loupé un passage qui ne vienne pas embêter toute la République. J'ai entendu pour sortir par là le président Joshua aussi du SDF dire aujourd'hui que en fait, quand vous avez été hors-jeu lors d'un match de football, au lieu de chaque fois demander à l'arbitre de revenir sur le hors-jeu, arrangez-vous la prochaine fois à ne pas être hors-jeu et n'embêtez pas les gens. Je sors en rappelant à mon frère du PCN que, en réalité,
c'est aussi de bonne guerre pour vous d'accuser l'OMINAT d'être partie prenante de vos problèmes. Mais je voudrais dire que... Nous n'avons absolument voilà, je voudrais dire que je ne sais pas, vous avez vos problèmes en interne. Nous n'avons pas, c'est pas le RDPC qui allait déposer une plainte au tribunal contre... absolument pas. Cabral Libi. Aujourd'hui encore, j'ai vu un document circuler sur les réseaux sociaux et je profite comme tu es là. C'est un document de 2024. Voilà, l'audience du 2 juin de 2024. Voilà, effectivement. L'audience à l'issue de laquelle il y a eu gain de cause. Voilà, s'il te plaît. J'ai eu des publications sur la page de Robert Kona qui dit aujourd'hui au tribunal. J'ai failli me demander, mais qu'est-ce qui se passe? S'ils ont gagné le procès, pourquoi se retrouver encore dans les tribunaux? Il faut savoir que l'honorable Cabral Libi est le fruit d'une phrase du président de la République. Je ne dis pas que c'est le président qui l'a fabriqué. Une phrase. Le président avait dit, les jeunes doivent oser. L'honorable Cabral Libi s'est levé, il a osé. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le père Kona n'est pas honnête. Il faut le dire. Je suis de ceux qui le pensent. Pourquoi? Parce que j'ai vu des images en 2019 où le père Kona remettait le parti à Cabral Libi au point de le féliciter. Donc je ne comprends pas. Et je me dis que ce genre de vieux, il faut qu'on en ait de moins en moins au Cameroun.